Nous allons aborder un nouveau chapitre. Donc, on vient de finir un chapitre où on a parlé de l'émission de la lumière. Donc, on a vu que la lumière, elle pouvait être émise par un corps chaud, comme le soleil, et puis elle peut être émise aussi par des gaz excités. Et on a observé les spectres d'émission de la lumière. Maintenant, dans ce chapitre, on va étudier comment se propage la lumière. On a déjà dit que la lumière, elle se propage. Première chose que vous connaissez, c'est que la lumière, elle se propage sous la forme d'un faisceau lumineux, un rayon lumineux dans les milieux transparents et homogènes. C'est-à-dire que dans l'air, elle se propage comme une ligne droite. Dans l'eau, qui est également un milieu transparent et homogène, c'est pareil, ce sont des rayons lumineux. Maintenant, on va se poser la question, mais que se passe-t-il quand la lumière, elle ne se propage pas simplement dans un milieu transparent, mais quand elle va passer d'un milieu transparent à un autre milieu transparent? Prenons l'exemple d'une personne qui a les pieds dans l'eau. Donc, elle, au niveau de ses yeux, elle est dans l'air. Et puis, si elle regarde quelque chose qui est dans l'eau, je pense que ça vous est déjà tous arrivé. Si vous essayez d'attraper quelque chose qui est dans l'eau, en général, on n'arrive pas à l'attraper. Et pourquoi on n'arrive pas à l'attraper? Parce qu'on ne le voit pas réellement, on ne voit pas réellement l'objet là où il est. Il va y avoir, en fait, regardez, on voit que le rayon lumineux, il subit une cassure. Il n'est pas tout droit, ce qui fait que, par exemple, dans cette animation, si la personne essaie d'attraper le poisson qui est dans l'eau, elle va s'attendre à ce que le rayon lumineux se propage en ligne droite, elle va essayer de l'attraper ici, alors qu'en réalité, le poisson est ici et elle l'a vu là. Parce qu'en fin de compte, le rayon, il est arrivé ici jusqu'à la surface de séparation entre l'eau et l'air et il a subi une cassure. Donc ce phénomène de cassure du rayon, quand il passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent, on appelle ça le phénomène de réfraction. Et ce phénomène de réfraction, il se fait tout simplement parce que l'air est composé avec des molécules d'air et l'eau est composée avec des molécules d'eau. Donc la matière n'est pas la même et donc ici, la lumière, elle va subir une réfraction. Ce qui fait qu'on va attribuer un indice à chaque milieu qu'on va appeler l'indice de réfraction. Ici, pour l'air, l'indice de réfraction, donc ici c'est précisé que c'est l'air, l'indice de réfraction de l'air est égal à 1, et c'est d'ailleurs la plus petite valeur possible en termes d'indice de réfraction. Pour l'eau, l'indice de réfraction, il vaut 1,33. Donc, lorsque la lumière atteint un nouveau milieu, une partie de cette dernière, de la lumière, s'y propage, mais elle va subir une déviation, et c'est donc ce qu'on va appeler le phénomène de réfraction. Et chacun des deux milieux va être caractérisé donc par son indice de réfraction, qu'on va noter N pour chacun, par exemple N1 pour l'air qui vaut 1, N2 pour l'eau, on a vu tout à l'heure qui valait 1,33. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'est-ce qu'ont constaté Snell Descartes? Ils ont constaté qu'il y avait une relation entre l'angle de cassure. Donc ici, vous voyez que, alors nous, on a bien la surface de séparation entre l'eau et l'air. Et puis là, ce qui est représenté, c'est une droite imaginaire. Cette droite imaginaire, on va l'appeler la normale à la surface, c'est-à-dire la perpendiculaire à la surface. Et on notera toujours nos angles ici, entre le rayon et cette normale. Vous ferez bien attention, l'angle, ce n'est pas l'angle entre le rayon et la surface, c'est l'angle entre le rayon et la normale à la surface. Eh bien, qu'est-ce qui a été constaté? C'est que quand on fait le produit de N1 fois le sinus de I1, on trouve, et en faisant le produit de N2 fois sinus I2, on trouve la même valeur. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir donner une relation entre N1 sinus I1, N2 sinus I2, en disant tout simplement que N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Donc là, dans cet exemple, on trouve 0,91, effectivement, mais ça va dépendre de nos indices, de l'indice des milieux, ça dépendra ensuite de plein de choses. Donc, on va voir la loi de Snell-Descartes. Première chose, il faut connaître bien les notations du schéma.
La surface, on appelle ça également, donc la surface de séparation, ça s'appelle également le dioptre. La perpendiculaire qui est imaginaire, on l'appelle la normale. Le rayon qui arrive, il sera nommé le rayon incident, donc dans un premier milieu. Et le rayon qui subit la réfraction, on l'appelle le rayon réfracté. Donc ici, c'est noté tout simplement, angle d'incidence, angle de réfraction. Première chose, c'est que Snell-Descartes, ils nous ont dit, bon ben, si on a un rayon incident qui est sur un plan, donc ici c'est le plan de l'écran, alors le rayon réfracté est également sur le plan, c'est-à-dire qu'il ne sort pas de ce plan-là, tout se passe sur le même plan. Donc ça, c'est la première remarque. Ensuite, la deuxième remarque, eh bien, c'est qu'il y a une relation entre l'angle I1 et l'angle I2. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Donc ça, c'est la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. En réalité, donc ici vous avez toutes les notations, hein. N1, l'indice de réfraction du milieu 1, N2, l'indice de réfraction du milieu 2, I1, l'angle d'incidence, qu'on peut exprimer donc ici en degrés, et I2, l'angle de réfraction exprimé en degrés. Il pourrait être également exprimé en radians, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'indice d'un milieu il est toujours plus grand que 1, puisque la valeur la plus petite c'est pour l'air, l'indice de l'air est égal à 1. Mais en réalité, quand un rayon arrive au niveau d'une surface de séparation, on a une partie qui va être réfractée, donc là je vais mettre des indices qui sont différents, on va faire comme dans l'animation tout à l'heure, on va dire à peu près l'air et l'eau, puisque j'ai mis l'indice 1 et puis l'indice de l'eau c'est 1,33. Il y a une réfraction qui fait que si on soit allé tout droit, ben, le rayon ne subirait pas cette cassure. Donc en rouge le rayon incident, en blanc le rayon réfracté, mais qu'est-ce que vous observez? Vous voyez qu'il y a un troisième rayon en vert, et en vert ici c'est ce qu'on va appeler le rayon réfléchi. Donc tout simplement ça se réfléchit comme un miroir. Donc dans les 100% du faisceau lumineux qui arrive ici, au niveau de la surface de séparation, eh bien, on n'a pas 100% qui est réfracté. On en a un certain pourcentage qui est réfracté et l'autre, le reste, qui est réfléchi, qui subit une réflexion. Donc, deuxième chose, on va parler de ce phénomène-là, c'est le phénomène de réflexion. Et quand ce phénomène subit et quand le rayon subit ce phénomène de réflexion, bien, il va également y avoir une relation entre l'angle I1 et puis cette fois, on va appeler l'angle IR. L'angle IR, c'est l'angle de réfraction. Bien là, la relation, elle est beaucoup plus simple. C'est tout simplement que on aura le même angle pour I1 et IR, puisque c'est un phénomène tout simplement de réfraction. Dernière chose, on va parler de la décomposition de la lumière. On l'a vu dans le chapitre précédent, on a vu que la lumière, quand on la fait traverser un prisme, elle se décompose. Bien maintenant, on va pouvoir donner une explication à cette décomposition de la lumière. On vient de dire que quand la lumière passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent, elle subit ce phénomène de réfraction. Donc ici, c'est ce qui se passe. J'ai une lumière blanche, elle subit ce phénomène de réfraction. Mais en réalité, cette lumière blanche, comme en réalité elle est composée d'un arc-en-ciel de lumière, d'une infinité de couleurs, et qui vont pour les couleurs visibles du violet au rouge, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand elles ressortent à la sortie du prisme, elles ne prennent pas toutes le même chemin. Elles ne sont pas toutes dans la même direction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les radiations, quand elles arrivent au niveau du prisme et qu'elles subissent un changement de milieu, elles sont réfractées, mais de façon différente. Le rouge ne sera pas réfracté de la même façon que le vert, que le bleu, que le violet. Et donc ça va nous donner un élément très important, c'est que l'indice de réfraction, il dépend de quoi? Eh bien, il dépend de la couleur, ou plus précisément de la radiation, c'est-à-dire de la longueur d'onde. De la longueur d'onde de la radiation lumineuse. Donc les différentes radiations lumineuses ne sont pas déviées du même angle lorsqu'elles traversent un prisme, et donc c'est une façon de l'exprimer comme ça. N égale F de lambda, ça veut dire que N dépend et fonction de lambda. Donc les différentes radiations, elles ne sont pas déviées de la même lumière, de la même façon, et d'ailleurs il faut savoir que la radiation violette, elle a une longueur d'onde
On l'a vu, on a vu que le lambda violet, c'était de l'ordre de 400 nanomètres, alors que le lambda du rouge, c'était 800 nanomètres. Bien, on a constaté que le violet est beaucoup plus dévié que le rouge à cause justement de n qui dépend de lambda.